Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre intérêt pour les matériaux de l'architecture, un domaine qui est heureusement présent dans le cadre de ce festival. On essaye de commencer à l'heure pour respecter le timing qui est évidemment essentiel dans ce genre de festival. Vous voyez que nous ne sommes que trois, donc a priori ça devrait laisser du temps à la discussion, aux questions en tout cas, donc n'hésitez pas. Éventuellement d'ailleurs on peut prendre des questions après chaque intervention puisque nous allons en effet décomposer notre approche anthropologique des matériaux de l'architecture en trois moments. Alors je présente évidemment tout de suite les participants à cette table ronde. À gauche, donc à ma droite, Valérie Nègre, qui est professeure d'histoire de l'architecture à l'école d'architecture de Paris-la-Villette, et qui est chercheur à l'UMR Auxerre 3329 et qui est bien sûr docteur en histoire de l'architecture et qui a publié un ouvrage très important et qui motive entre autres choses sa présence ici, un ouvrage intitulé L'ornement en série, architecture terre cuite et carton-pierre 19e siècle, qui est paru chez Mardaga en 2006. Et elle a assez récemment soutenu son habilitation à diriger des recherches avec un mémoire inédit qui a pour titre L'art et la matière, les artisans, les architectes et la technique entre 18e et 19e siècle. À ma gauche, sur votre droite, donc Antoine Picon, qui est ingénieur, diplômé de l'école polytechnique et de l'école nationale des ponts et chaussées, qui est bien sûr architecte et docteur en histoire de l'école des hautes études en sciences sociales, qui est chercheur à l'école nationale des ponts et chaussées et qui enseigne également à Harvard, à la Graduate School of Design. Depuis 2002, il a écrit de très nombreux ouvrages, vous en connaissez probablement au moins quelques-uns, pour ne citer que ceux qui concernent assez directement le sujet de cette table ronde. Bien sûr, ses travaux sur l'histoire de l'école des ponts et chaussées, sur l'histoire des ingénieurs, bien entendu, avec une exposition qui a fait date au centre Georges Pompidou en 1997, des ouvrages sur les Saint-Simoniens, sur la ville des réseaux, sur les villes intelligentes, les smart cities, et puis un ouvrage qui est au cœur de ce dont il va parler, Culture numérique et architecture, modestement sous-titré Une introduction et qui est paru en français en 2010. Et quant à moi, je suis Laurent Baridon, je suis professeur d'histoire de l'art à l'université Lyon 2. Je ne suis ni ingénieur ni architecte, mais bien historien de l'art, donc je ne suis pas nécessairement le plus compétent. J'ai néanmoins pris l'initiative de cette table ronde pour initier une réflexion donc sur une approche des matériaux de l'architecture. C'est pas une approche nouvelle bien sûr, mais d'essayer d'en voir les différentes dimensions, les différentes directions possibles à partir donc d'une approche anthropologique, culturelle et sociale. Alors, dans un festival comme celui-ci, il est peut-être bon de partir de choses simples et concrètes, en espérant que nous y resterons sur ces choses simples et concrètes, puisqu'il s'agit de matériaux, et peut-être de partir tout simplement de cette salle peut-être un peu trop grande d'ailleurs, que nous percevons comme une sorte d'espace, un grand volume. Et cette perception de l'architecture est finalement relativement récente. Vous le savez peut-être, c'est au moment des avant-gardes modernes que véritablement l'architecture, la sculpture et les arts en général sont pensés comme des arts de l'espace. Theo van Doesburg proclamant « Je suis espace », s'insérant donc dans cette perception spatiale de l'art. Mais c'est donc relativement récent et au point que, comme l'a rappelé Françoise Choët, il y a déjà fort longtemps, le mot espace, dans cette acception de volume, n'apparaît finalement qu'au XVIIIe siècle. Et auparavant, on parle de place, on parle d'étendue, et sans doute pense-t-on davantage en termes de matière et de matérialité. Alors nous pouvons en effet voir cette salle comme un espace, espace très étiré, très profond, mais nous pouvons aussi voir cette salle comme un assemblage de matériaux qui lui donnent une apparence, une forme, des couleurs, et d'ailleurs si on regarde d'un petit peu près, on s'aperçoit que les colonnes ne sont pas en marbre, mais qu'elles sont en stuc, que les piédestaux sont en bois, peints en faux marbre, et que finalement l'ensemble de ce volume est d'abord constitué de matières, et bien entendu ces matières elles-mêmes assemblent des couleurs, des décors.
Alors nous pourrions le faire, mais c'est vrai que je prends le pari que nous ne le faisons pas spontanément, hein, que nous sommes très déterminés par cette approche spatiale. Et Gaston Bachelard, dans L'eau et les rêves, notait en effet que nous nous désintéressons de la matière, le plus souvent, hein, nous nous désintéressons de la matière, je cite, pour associer à la forme toutes les qualités qui permettent de caractériser un objet, une forme et un individu. Donc forme, espace versus matière, matériaux. Alors on pourrait remonter beaucoup plus loin dans le corpus philosophique et aller jusqu'à Aristote avec, dans la métaphysique, ces fameuses distinctions entre l'hylomorphisme et l'hypocoménone, cette forme de substance. Hein, et Aristote définissait une statue de bronze de la façon suivante. Hein, en un sens, on dit que c'est de la matière, en un autre sens que c'est de la forme, et en un troisième sens que c'est le composé de la matière et de la forme. Par matière, j'entends l'airain, le bronze donc, par forme, la configuration qu'elle revêt, et par le composé des deux, la statue elle-même, donc le tout concret. Alors les arts concernés par l'histoire de l'art sont dits visuels, c'est d'ailleurs caractéristique de notre approche immatérielle de l'art, parce que leurs productions sont en effet regardées pour être perçues. Mais ainsi que ces 3 journées de festival, je crois, le montrent, la conception des œuvres d'art relève d'abord d'opérations matérielles, encore aujourd'hui dans la culture numérique, comme le dira, je pense, Antoine Picon. La prise en compte de la matérialité des arts visuels permet de décaler un peu le regard sur nos traditions théoriques, à commencer par la tradition de la mimésis, la fameuse imitation de la nature. Et on pourrait considérer, en effet, en essayant de pousser les choses un peu loin, que quand le peintre reproduit, imite un nuage sur la toile, il se livre à une opération matérielle complexe qui consiste finalement à changer la matérialité d'une forme, une forme qui existe concrètement, le nuage, et qui devient, par la grâce donc des pigments et des solvants, un nuage composé d'une autre matière. Et on pourrait voir toutes les productions d'artefacts, toutes les productions artistiques, comme une forme de changement de matière. Je ne trouve pas le mot, métamorphose, ça n'est pas le mot, transformation, ça n'est pas le mot, puisqu'il s'agit toujours de forme. On pourrait parler de transsubstantiation, avec une dimension évidemment théologique, mythique, sacrée, qui correspond en effet à ce qui fait le caractère magique de l'œuvre d'art. Alors est-ce que cette approche peut exister en architecture? C'est un peu le sens de cette table ronde. Est-ce que l'architecture qui utilise les matériaux comme un moyen de construire durablement est-elle aussi l'architecture donc traversée par d'autres valeurs attachées aux matériaux, d'autres valeurs symboliques? Le projet, c'est, le projet du projet, pour ainsi dire, puisque nous sommes là pour en discuter, c'est en effet de comprendre comment l'homme perçoit, ressent, met en œuvre, utilise les matériaux de façon à replacer la matérialité au cœur de la réflexion sur l'architecture. Alors je passe tout de suite la parole à Valérie Nègre pour évoquer certains aspects de cette approche. C'est le vert pour avancer. Merci Laurent, et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Pour alimenter la réflexion, la discussion, puisqu'il s'agit d'une table ronde, je voudrais soulever quelques questions autour de 3 thèmes. Le premier portant sur les formes de la matière. L'anthropologue anglais Tim Ingold insiste beaucoup dans ses écrits sur le fait qu'on distingue dans l'objet la forme et la matière, pour faire écho à ce que disait Laurent Baridon, et qu'un déséquilibre entre les 2 termes au profit de la forme s'est établi depuis la Renaissance. Il dit que l'on a coutume d'imaginer l'artiste concevant d'abord la forme, puis l'appliquant à la matière, et cela depuis la Renaissance, et il cite le célèbre texte du théoricien et architecte italien Alberti, qui explique que l'architecture est une affaire d'esprit. Il oppose ce modèle
à un modèle artisanal. Les artisans, en revanche, selon lui, ne cherchent pas, je le cite, à imposer des formes préconçues à une matière inerte. Ils entrent dans les champs de force des matériaux. Ce sont des voyageurs, des vagabonds, dit-il, qui se laissent porter par leurs expériences tactiles et sensorielles. Et donc Tim Ingold propose de renverser ce rapport entre forme et matière en suivant ce modèle artisanal et en attribuant une primauté au processus de création et non au produit fini. Il y a, c'est certain, dans la culture occidentale et dans l'histoire de l'art en particulier et dans les projets des architectes, de beaucoup d'architectes on pourrait dire, un intérêt dominant pour la forme par rapport au processus de fabrication. Mais cette vision dichotomique a le défaut, à mon sens, de ne pas refléter la diversité des pratiques. L'histoire nous montre en effet que la matière, indépendamment des écrits évidemment d'Alberti, demeure dans le travail de certains architectes, mais je crois même en général demeure dans toutes les architectures quelque chose d'essentiel et qu'il ne faudrait pas opposer, il me semble, les architectes qui accordent une place importante à la matière aux architectes qui privilégient la forme, mais plutôt examiner ce que la matière permet d'exprimer et ce qu'elle formalise. Je prends un exemple, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, disons à la fin du XVIIIe siècle, au moment où les physiciens, enfin plus exactement les scientifiques et les philosophes comme Diderot et son collaborateur chimiste Venel donc témoignent de leur préférence pour la chimie par rapport à la physique ou pour la connaissance expérimentale, plus exactement par rapport à la connaissance abstraite. Et comme en écho à cette préférence, on voit donc des architectes, on voit des sculpteurs qui expérimentent de nouvelles matières. Ils travaillent par exemple au perfectionnement des matériaux courants, au plâtre, à la terre, et actuellement les travaux de l'architecte François Cointreau sont assez bien connus, qui est un champion de la construction en terre. Donc il cherche à rendre ces matériaux fragiles, économiques, durs, résistants, mais aussi des matériaux qui imitent les matériaux précieux. Un autre exemple, alors peut-être voilà, oui, ce que l'on voit ici de cette architecture de terre. Donc, et un autre exemple connu est celui de l'architecte Pierre Giraud qui imagine en 1801 un monument sépulcral en verre fabriqué avec les restes de tous les citoyens, des ossements humains provenant des cimetières abandonnés, donc une matière économique. Et dans ces deux exemples, la terre et le verre fabriqué avec les os humains servent en réalité des projets, bien sûr, politiques et sociaux ambitieux. Cointreau pense que le pisé peut changer la société, c'est Laurent Baridon qui l'écrit. Giraud voit dans le verre humain un matériau éminemment égalitaire, moral, national, puisque tout le monde finit dans son fourneau, sauf les criminels, pas de chance, qui sont privés de vitrification. Donc pour revenir à la question de départ, la matière, on le voit, donne forme à des projets d'architecture, mais aussi à des projets de société, et dans ce cas, dans le cas de Giraud, des rêves de dépassement de la nature, puisque la vitrification, comme le souligne Starobinski, est inséparable d'un rêve d'immortalité substantielle, puisque Giraud transforme un cadavre en verre translucide. C'est une sorte de victoire sur la mort et sur la décomposition des corps. Alors, les travaux de Bachelard, du psychologue James Gibson et de l'anthropologue Alfred Gell, qui portent justement sur ce que suggère la matière, peuvent aider à développer ces questions en architecture. Bachelard, donc, qui vient d'être cité, parle de volonté des matériaux, de travail primitif, où je le cite, c'est la matière qui suggère, l'os, la liane veulent percer et lier. Et cette idée de volonté des matériaux, les architectes de l'ère scientifique s'en emparent, puisqu'on a un exemple célèbre qui est celui de l'américain Louis Kahn, de l'architecte, qui interroge dans les années 70
ce que veut la brique. Il pose la question « Que veut la brique ?» et la brique répond, enfin Louis Kahn répond « Je veux un arc ». Je vous ai montré donc un de ces projets. On peut encore citer un exemple célèbre qui est celui du constructeur de mobilier et d'architecture Jean Prouvé, qui jugeait la question que certains architectes lui posaient, des architectes qui venaient le voir et qui lui disaient « Est-ce que tu crois que ça coûterait moins cher en acier ou en béton ?» Et donc qui jugeait cette question dramatique et qui déclarait en 1982 « Jamais je n'ai une vision ni une forme à l'esprit, j'ai toujours été conditionné par le fer ». Examinons donc ces cas où la matière dicte la forme. Alfred Gell évoque, lui, la théorie occidentale de la vérité des matériaux, c'est le terme qu'il emploie. C'est l'idée selon laquelle, toujours la même idée, il incombe à l'artiste, à l'artisan, donc à l'architecte, de donner la forme que les matériaux utilisés veulent prendre, plutôt que celle que l'artiste cherche à leur imposer. Et il cite les exemples des esclaves de Michel-Ange, souvent perçus par les historiens d'art comme une façon de libérer les formes qui sont contenus dans le marbre que le ciseau n'a pas encore entamé. Et on sait que cette notion de vérité des matériaux connaît un développement très important, évidemment, en architecture au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au XXe siècle. Cette idée qu'on doit montrer la vraie nature des matériaux et qu'elle est étroitement liée, bien sûr, à des questions morales. Donc ces exemples et bien sûr les réflexions des chercheurs que j'ai cités montrent, je crois, l'intérêt qu'il y aurait à réexaminer ces rapports entre forme et matière en étant attentif à ce qu'exprime la matière, disons sa transformation, et en tenant compte bien sûr, voire en plaçant au cœur de la recherche, des transferts culturels qui existent évidemment dans ce domaine entre pays et entre civilisations. Alors, la deuxième série de questions tourne autour des savoirs artistiques et des savoirs artisanaux, sur lesquels donc, je me suis penchée pour mon habilitation à diriger des recherches. Comme le souligne donc toujours l'anthropologue Tim Ingold, et d'ailleurs comme s'attache aussi à le montrer l'historienne des sciences Pamela Smith, les artisans, on devrait dire plus précisément ceux qui fabriquent des objets, n'ont pas le même rapport à la matière que ceux qui les conçoivent, évidemment sans les réaliser. On trouve des déclarations d'ailleurs anciennes sur ce sujet du céramiste Bernard Palissy, qui revendique la supériorité de la pratique, de l'observation, de l'expérimentation sur la théorie. Mais au fond, ce rapport des artisans à la matière est peu connu et il conviendrait de l'explorer. Donc c'est ce que fait l'historienne des sciences Pamela Smith dans son ouvrage « Le corps de l'artisan » qu'elle a publié en 2004 déjà. Elle montre que ces pratiques artisanales sont sous-tendues par des croyances sur la nature, des croyances sur le comportement des matériaux, un ensemble d'ailleurs de connaissances qu'elle nomme sciences vernaculaires. Mais elle le fait pour la période de la Renaissance, période où les artisans et les artistes ne sont pas réellement distingués, en tout cas elle ne les distingue pas puisqu'elle place Dürer parmi les artisans. Et il me semble qu'une question intéressante qu'une anthropologie des matériaux de l'architecture pourrait éclaircir est celle de la différence ou pas de comportement par rapport à la matière des artisans et des architectes et des artistes. Peut-on parler de savoir artisanal dans le champ artistique? Quelle forme prend-il? Quel rôle joue-t-il dans la culture savante et artistique? Comment se décline-t-il selon que l'on travaille tel ou tel matériau, puisque on devine que les manipulations du bois et du fer ne donnent pas lieu aux mêmes formes d'action, aux mêmes dessins et aux mêmes écrits. Là aussi, la dichotomie entre artistes et artisans devrait plutôt être interrogée que décrétée, car des architectes qui abordent l'architecture en artisan, il y en a encore au XXe siècle. Une anthropologie des matériaux de l'architecture permettrait en particulier de poser la question de la virtuosité technique dans le domaine de la matière, de ses mélanges, de ses transformations, juxtapositions, assemblages. Il est frappant de voir que la virtuosité mécanique... Ah, voilà, j'ai oublié de vous poser les images. Donc ici, c'était des images pour illustrer le monde artisanal. Donc vous voyez un artisan charpentier, un maître charpentier. Le portrait d'un maître charpentier que l'on voit donc assis avec le dessin d'un plancher qu'il a imaginé.
et une maquette à l'arrière-plan, et aussi toutes les petites constructions qu'il imagine à partir de son savoir de charpentier. Les mêmes planchers donc, qui préoccupent beaucoup les artisans à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, voilà. Et puis pour la virtuosité technique, il est frappant de voir que la virtuosité mécanique, la virtuosité structurelle, a fait couler beaucoup d'encre, alors qu'en revanche, la virtualité des manipulations de la matière et de ses assemblages, comme on peut voir ici, ce sont des chefs-d'œuvre de Charpentier, beaucoup moins. Les déclarations de l'architecte suisse Peter Zumthor, architecte contemporain, sur la compatibilité des matériaux, l'assemblage des différentes matières et aussi la température des matériaux montrent que ce sont des questions intéressantes aujourd'hui. Enfin, troisième question autour du rapport entre, autour du rôle plus exactement des spectateurs et des usagers. Il faut souligner que la manière dont les matériaux et les techniques sont regardés, appréciés, jugés, bien sûr, ou rejetés par les commanditaires, les spectateurs, le public, et vécus, bien sûr, aussi par les usagers dans le cas de l'architecture ou du design, est essentiel. Une anthropologie des matériaux de l'architecture devrait s'attacher non pas seulement à saisir ce que les artistes et les artisans font avec la matière, mais aussi la valeur que la société et les habitants leur accordent. Comment les artistes anticipent-ils ou intègrent-ils les attentes de cette société? Les travaux de l'historien les travaux déjà anciens de l'historien de la sculpture Michael Baxendale et plus récemment ceux de Malcolm Baker montrent l'intérêt qu'il y a à embrasser dans un même regard la fabrication et la réception des œuvres, ce qu'il appelle making and viewing. L'exercice de saisir ce que pensent des groupes d'individus est en fait est souvent difficile. Je prendrai un exemple dans la théorie classique. Même dans cette théorie que l'on nomme classique, qui est très finement exposée par Quatremer de Quincy, se niche des ambiguïtés au sujet de la matière. En principe, dans la théorie classique, dans la théorie classique, comme Quatremer de Quincy ne manque pas de le rappeler, seule la pierre, ou mieux le marbre, donne à l'architecture ce qu'il appelle le plus grand caractère. Il y a, écrit-il dans une belle formule, une beauté à être en marbre, à être éternel, à être brillant, à être pur et fini. Et à l'inverse, donc pour lui, les matériaux ou les pierres qui sont d'une qualité molle, faciles à mettre en œuvre, produisent ce qu'il appelle un caractère équivoque et lâche. Mais comme beaucoup de ses contemporains, Quatremer est aussi sensible à l'effet de richesse de la matière, et je le cite, ce qu'il appelle les effets très sensibles et très frappants que le mélange des matières peut produire. Il sait que les anciens qu'il admire n'hésitaient pas à produire l'illusion de richesse par des artifices suppléant au marbre et aux matériaux précieux, et il s'intéresse aux enduits et aux peintures colorées employées pour masquer aussi parfois bien sûr la pauvreté des matières. Et Quatremer se montre en réalité très attentif aux matières. Le marbre l'intéresse assez peu en réalité, comme ces travaux que vous voyez là sur la statuaire chryséléphantine, donc en or et en ivoire le montrent. Il parle d'ailleurs, avant l'anthropologue Alfred Gell, de l'enchantement, c'est le terme qu'il emploie, du charme que le spectacle varié des matières produit, et il en étudie le mécanisme, quel effet produisent ces matières. Et d'ailleurs, lui-même, il est tout à fait fasciné par ce qu'il appelle les moyens ou les mécanismes de l'art. Il va aller jusqu'à refaire ces statues que vous voyez là, donc en or et en ivoire, parce que, selon lui, il écrit « Celui qui s'occupe en simple théoricien de la recherche des procédés techniques ne peut pas tout saisir ». Et on s'aperçoit à la lecture des journaux, dont de la fin du XVIIIe siècle, que ces matériaux factices, je n'ai pas mis d'image parce que, comme disait Laurent Baridan, nous sommes dans une salle qui célèbre ces matériaux factices, puisque les colonnes qui sont là sont des colonnes en stuc. Donc on voit très bien dans ces journaux que ces matériaux factices exercent une véritable fascination, beaucoup moins pour leur aspect, ici le vert de la colonne ou la brillance, beaucoup moins pour la forme, le galbe, la proportion, que pour la virtuosité technique qu'ils supposent. Les sculpteurs et les architectes qui les réalisent sont vus comme des véritables magiciens.
L'anthropologue justement Alfred Gell explique que cette fascination est due à un blocage dans le processus de cognition. Le spectateur ne peut pas se figurer mentalement comment il est possible de passer d'un matériau fragile, comme par exemple le plâtre ou le stuc, à un matériau plus résistant ou un matériau plus précieux. Donc on voit très bien dans ces journaux de l'époque que les rédacteurs reprennent très complaisamment les discours des fabricants en répétant que les stucs sont plus durs que les rocs les plus solides, que les maisons en carton sont plus résistantes au feu, à l'eau et d'ailleurs même aux boulets de canon. Et donc qu'il y a véritablement un intérêt pour ces matériaux qui est lié moins à leur forme qu'à leur matière. Étudier, il me semble, la manière dont les matériaux sont vus par le public, c'est aussi se donner les moyens de comprendre quel rôle ils jouent dans la construction identitaire. C'est un thème intéressant et je pense qu'il a été assez peu étudié. L'architecture que l'historien de l'art Jean-Marie Pérouse de Monclos dit à la française, dans son livre L'architecture à la française, qu'il a publié, je crois, en 85, c'est une architecture de pierre. Et la stéréotomie, donc la coupe des pierres, dont il parle, est à ses yeux, c'est lui qui utilise le terme, une manière nationale. Elle est, écrit-il, attachée au terroir, elle exprime ce qu'il appelle aussi la francité. Et dans un autre ordre de matériaux, Jean-Louis Cohen parle de la fiction nationaliste qui se cristallise autour du mythe du béton. Gideon, dans Bauen in Frankreich, opère une identification de l'architecture française et du béton. Et cette idée que le béton est un matériau national va être vivace jusque dans les années 1950. Mais on pourrait aussi développer ce thème autour de l'architecture japonaise et du bois. Donc voilà, pour conclure, je trouvais qu'il y avait trois questions qui me semblaient intéressantes autour des différentes formes de la matière, des savoirs artisanaux et des savoir-faire et artistiques, et puis donc sur ce rôle des commanditaires et du public. Et dernière chose, que l'anthropologie est intéressante parce qu'elle replace évidemment la matière au cœur de son contexte, mais l'histoire aussi est importante parce qu'elle permet de comprendre que certaines choses étaient déjà là bien longtemps avant ce que parfois les anthropologues nous disent. Merci Valérie Nègre. L'heure tournant, je ne vais pas donner la parole à la salle, mais vous pourrez bien sûr la prendre ensuite après les trois interventions. La mienne sera d'ailleurs très courte pour laisser tout le temps nécessaire à Antoine Picon. Je voudrais peut-être en deux temps, mais deux courts moments, évoquer deux questions à partir d'exemples qui sont d'ailleurs assez connus et ceux d'entre vous qui sont très aguerris en architecture voudront bien me pardonner. Deux temps qui vont permettre d'évoquer la question des valeurs, premièrement, des valeurs symboliques attachées aux matériaux dans l'architecture, et dans un deuxième temps, la question de la pensée, de la mise en forme du matériau chez les architectes, à partir d'une expression, d'un concept que j'emprunte à Gilbert Durand dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, le concept d'attitude accommodatrice antérieure. C'est un peu barbare, mais j'espère pouvoir dire donc très rapidement de quoi il s'agit. Alors, les valeurs symboliques, et pour explorer d'autres cultures, comme invité à le faire Valérie Nègre à l'instant, les valeurs symboliques attachées aux matériaux sont en effet très répandues, mais bien sûr pas du tout universelles, c'est-à-dire que chaque culture attache des valeurs symboliques aux matériaux très particulières. L'exemple du Japon et du bois au Japon dont vient de parler, ou du moins que vient d'évoquer Valérie Nègre, est effectivement très, très présent et très tangible. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce temple d'Isée, il faut préciser que c'est un temple qui est reconstruit tous les 20 ans. Et donc nous sommes à la 62e reconstruction, donc c'est une très longue histoire qui a été quelquefois interrompue. Ce temple abrite un des symboles de l'Empire nippon, le miroir qui représente le soleil, et pour cette raison d'ailleurs il ne peut pas être vu, puisque comme vous le
percevez, une palissade assez haute entoure le temple lui-même. Donc rentrer à l'intérieur, pénétrer cette enceinte est un privilège réservé à l'empereur et aux plus grands dignitaires religieux. Et donc tous les 20 ans, le temple est reconstruit. Vous le voyez ici sur une photographie aérienne, juste à côté, sur un emplacement très proche. Mais le temple est effectivement détruit, reconstruit à partir de bois de cyprès du site, puisque c'est un site sacré, bien entendu, ça n'est pas seulement un temple. Et le matériau de destruction, donc le matériau issu de la destruction, sert à construire d'autres temples dans l'archipel. Il est vendu comme amulette aux pèlerins, et parfois il est tout simplement détruit, ce qui est en excédent. Et on voit bien que le bois se charge de valeurs symboliques qui sont liées évidemment à la présence du miroir qui représente lui-même le soleil. Et bien sûr, d'une façon plus générale, le bois a une importance toute particulière dans l'architecture japonaise que je n'ai pas le temps d'évoquer ici. Alors bien sûr, c'est un phénomène que l'on pourrait croire propre à la culture japonaise, mais en réalité, si on change un petit peu de regard sur nos traditions théoriques, les plus académiques, les plus anciennes, et je pense en particulier aux textes de Vitruve et à ses multiples interprétations, eh bien, finalement, on pourrait aussi considérer que les valeurs corporelles attachées à l'architecture, les analogies avec les proportions du corps, tiennent également à des perspectives matérielles. Finalement, le corps est un organisme, c'est quelque chose qui est tout de même très répandu dans la pensée architecturale, et il faut y voir aussi la trace d'un symbolisme ancien, dont Vitruve lui-même n'était qu'un agent de transmission, puisqu'il utilisait des textes hellénistiques qui sans doute s'appuyaient sur des traditions anciennes. Alors la fameuse histoire de l'ordre dorique, que vous voyez à gauche sur ce dessin de Francesco di Giorgio Martini en marge de ces manuscrits, l'ordre dorique dont les proportions sont dictées par le pied de Dorus, c'est ce que représente Francesco di Giorgio, eh bien c'est une façon bien sûr de découvrir, de mettre au jour en quelque sorte une figure mythique et sacrée qui va en effet permettre de construire des temples. Et j'en donne un autre exemple évidemment, avec toujours emprunté à Vitruve le récit de la création de l'ordre corinthien, bien connu, avec le sculpteur Callimaque qui voit ce panier qui est le tombeau en fait d'une fameuse jeune fille de Corinthe, et que Francesco di Giorgio concrétise dans la matière par ce corps en effet qui apparaît en rêve sans doute à Callimaque et qui le découvre. Eh bien là aussi, on peut bien sûr envisager une dimension sacrée et mythique à ce récit, comme on peut en trouver bien d'autres occurrences dans de multiples cultures que je ne vais pas pouvoir toutes énumérer, mais c'est une enquête qui mériterait d'être approfondie. Par exemple, dans les grandes cases kanak, le grand poteau central que l'on voit surgir au sommet du toit, ce grand poteau central, c'est le chef, c'est l'âme du chef. L'abattage de ce tronc dans la forêt est lié à toutes sortes de rites, son érection également, et j'emploie le terme érection dans les deux sens, parce que c'est vraiment la force virile du chef qui est à l'œuvre ici. Et puis, bien entendu, on pourrait trouver les mêmes déterminations dans l'architecture des dogons, dans l'organisation du village, dans la répartition des fonctions de la maison liées au corps, mais liées aussi aux éléments qui sont mises en œuvre dans la vie même, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air, qui sont situés par rapport à ce corps symbolique qui structure l'organisation de la maison, et tout cela évidemment incarné dans des matériaux et dans des éléments qui représentent ces matériaux et qui sont représentés par ces matériaux. Donc on voit que les déterminations matérielles sont en effet très fortes dans de nombreuses cultures.
L'autre aspect donc, que j'évoque très vite, ces fameuses attitudes accommodatrices antérieures de Gilbert Durand. Il emprunte en fait l'expression à Jean Piaget, hein, donc c'est un concept qui a une certaine historicité, on le voit, et qu'on pourrait rapprocher de certaines considérations des historiens des techniques comme Edgerton, l'idée de temps mélangé. Enfin, je pense qu'il y a là des constructions et des passerelles théoriques à faire et qui pourraient être assez intéressantes et surtout assez performatives. Alors je prendrai l'exemple, évidemment, pour me faire comprendre de la fameuse cabane vitruvienne, pour rester sur Vitruve, hein, l'origine de l'architecture de pierre, résidant dans l'architecture en bois, évidemment. C'est une autre détermination très forte de la tradition classique de l'architecture, le corps et la construction en bois. Et cette aquarelle de Johnson, enfin qui n'est peut-être pas de sa main, hein, et qu'il montrait à ses élèves, est tout à fait spectaculaire, hein, de cette traduction dans un autre matériau de l'architecture de pierre. Mais je voudrais surtout revenir quelques instants sur François Cointreau, qu'évoquait Valérie Nègre, ce grand rénovateur de la construction en terre du Pisé. Le Pisé, je ne détaille pas, mais évidemment, d'après cette planche de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, vous voyez bien de quoi il s'agit. Hein. Il s'agit de piser, donc de tasser la terre entre des sortes de coffrages, hein, pour ériger des murs qui sont très peu onéreux, bien entendu. Mais ce qui est très spectaculaire chez François Cointreau, c'est qu'en renouvelant cette technique de l'architecture de terre, il la renouvelle par appareil, comme il dit. C'est-à-dire qu'il veut, en réalité, moderniser le Pisé en construisant avec des moellons de terre. C'est-à-dire qu'il veut assimiler la construction en terre à la construction en pierre. Sans doute, est-ce pour lui une façon de lui donner une noblesse, une légitimité qui va permettre sa diffusion. Mais en réalité, le processus est sans doute plus complexe que le processus traditionnel qui consiste à piser la terre. Alors c'est d'autant plus curieux qu'évidemment, si on regarde l'immense corpus de l'architecture en terre à la surface du globe, on s'aperçoit que bien souvent l'architecture en terre prend des formes plus naturelles, plus organiques, plus liées finalement à la substance de ce matériau, et je vous en montre un exemple parmi tant d'autres. François Cointreau a été reconnu par Peter Collins comme un des précurseurs des idées sur le ciment et sur le béton armé, et ça me donne évidemment une transition toute trouvée pour évoquer le ciment et le béton. Très rapidement, là aussi, ceux qui connaissent bien le sujet voudront bien m'excuser de ces simplifications, mais le ciment peut prendre en effet toutes les formes que l'on veut, puisqu'il peut être moulé, hein, et la fameuse barque de Joseph Lambeau, que vous pouvez voir dans un musée en Provence, mais j'avoue que j'ai oublié où, elle existe toujours de 1847-1848, vient démontrer en effet que le ciment armé peut se prêter à tous les usages. Et pourtant, Louis-Auguste Boileau, architecte, artisan, très, très intéressant, quand il réalise avec le procédé Coignet la fameuse église Sainte-Marguerite du Vésinet, utilise un faux appareil qui est une empreinte en réalité, hein, dans le mur de ciment, et de la même façon, Théodore Lachet, avec le même procédé Coignet, ou un procédé approchant, quand il construit la maison à Saint-Denis, qui est célèbre dans l'histoire de l'architecture, eh bien, il utilise là aussi des formes qui sont celles de la maçonnerie, qui sont celles de la pierre de taille, et non pas des formes propres à l'utilisation du ciment. Je prends quelques derniers exemples, plus connus et plus dans l'actualité. C'est pas Antoine Picon qui me démentira, avec cette aquarelle, malheureusement en noir et blanc, de Charles-Édouard Jeanneret, alias Le Corbusier, de 1909, qui propose une coupe sur une de ces maisons-bouteilles, un terme qu'il a
utilisées à plusieurs reprises, je crois, dans sa carrière. Mais ces maisons bouteilles, en 1909, elles ont cette forme-là, d'après des clichés anciens, et qui pour cela sont de très mauvaise qualité, sous forme de maquettes en terre, je crois, conservées à la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds, où sont conservées un certain nombre des productions du très jeune Le Corbusier. Ces maisons en terre, ces maquettes en terre, pardon, de maisons en ciment, qui sont issues vraiment d'un moule dans lequel on coule, d'après Charles-Édouard Jeanneret, le ciment avec une armature métallique. Alors, ces projets sont très peu connus, ils n'ont pas été réalisés, à ma connaissance en tout cas, par Charles-Édouard Jeanneret, qui, effectivement, en 1914, sous toutes sortes d'influences sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre, en arrive à ce fameux schéma domino qui est totalement, évidemment, antithétique par rapport à l'idée de la maison bouteille. Ce que je veux dire par là, c'est que, finalement, en présence d'un matériau nouveau, entre guillemets, ou du moins d'un matériau qui apparaît dans le champ de l'architecture, il y a une difficulté à le penser et le recours donc à des méthodes, à des processus, à des mises en forme qui sont empruntées à d'autres matériaux. Ces décalages, ces déphasages, ces temporalités différentes au sein même du travail du concepteur me semblent particulièrement intéressantes et peut-être aussi invite-t-elle à réfléchir à ce qu'un architecte pense du matériau quand il projette son édifice, qu'est-ce qu'il maîtrise finalement de ce matériau, quels sont les rapports finalement entre les différents acteurs de l'architecture et de la construction. Et je termine vraiment avec cette diapositive qui montre que Le Corbusier a beaucoup varié évidemment dans sa mise en œuvre du béton. Le Corbusier et ses assistants, plus ou moins importants, recourant parfois à l'architecture de bois, avec le béton brut de coffrage que l'on connaît bien, avec ses empreintes du coffrage, ou alors laissant une matière sous forme de crottes, comme il le disait, au couvent de la Tourette, non loin de Lyon, ces crottes de ciment, de béton qui sont posées, qui sont laissées là, pratiquement destinées à être mises en forme par le visiteur, évocatrice donc du matériau. Je donne tout de suite la parole à Antoine Picon, avec la télécommande. Merci. Merci Laurent. Je vais essayer d'évoquer les conséquences qu'a eu et qu'est encore en train d'avoir ce qu'on appelle souvent la révolution numérique sur le rapport de l'architecture aux matériaux et aussi à ce que j'appellerais un peu plus loin la matérialité. En première chose à dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le champ de l'architecture, à partir du milieu des années 90, les ordinateurs se sont généralisés dans toutes les agences d'architecture comme instruments de conception et non plus seulement comme des choses avec lesquelles on faisait du traitement de texte, du tableur, etc. Le rapport, et finalement, ceci a quand même modifié beaucoup de choses en architecture et c'est ces modifications sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années. Si j'avais à résumer, je dirais que pendant longtemps, alors je vais essayer de résumer quand même les 2 ou 3 choses essentielles et ensuite on rentrera dans les détails, mais première chose à dire, pendant longtemps on a cru que le numérique s'accompagnait d'une sorte de dématérialisation de l'architecture. Il faut insister sur le fait qu'il n'en est rien, c'est plutôt le contraire qui est en train de se produire, c'est-à-dire que les matériaux, le jeu sur les matériaux est une chose de plus en plus importante en architecture. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le rapport forme-matière varie énormément d'un champ de création à l'autre. En architecture, c'est vrai que la forme l'emportait beaucoup sur la matière, même si elle était importante, mais vous prenez par exemple le vêtement, la perception d'un vêtement, la matière est beaucoup plus présente et au moins présente à part égale avec la forme. Je dirais qu'aujourd'hui, curieusement en architecture, on en arrive, il y a une espèce de déplacement où on passerait de la conception traditionnelle forme-matière qui a pendant longtemps régné en architecture, à un rapport finalement plus proche de celui qui peut régner dans des champs comme celui du vêtement. C'est-à-dire qu'en fait, les effets de surface, les effets de grain, le jeu de la lumière sur les matériaux deviennent des choses tout à fait essentielles, que d'ailleurs on résume parfois aujourd'hui en parlant d'un retour de l'ornement, mais en fait cet ornement, il est extrêmement lié aux textures et aux matières de l'architecture. Donc ça, c'était un peu un préambule. Alors je vais essayer
Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, d'essayer d'analyser quelques composantes de cette évolution, qui est très compliquée, il faut le dire. Il y a effectivement une dimension technique, il y a une dimension anthropologique, il y a même une dimension philosophique. Je vais essayer d'évoquer quelques aspects de tout ça. Alors la première chose que je voulais signaler, c'est quand même, dans cette affaire, le numérique n'est pas seul. Il est contemporain d'une révolution silencieuse dont on parle rarement, mais qui s'opère depuis alors, elle, au moins une cinquantaine d'années, qui est une révolution dans les matériaux. Les matériaux aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui la science des matériaux, souvent, et quelqu'un qui s'occupe de matériaux. On est capable aujourd'hui en matière de matériaux de faire des tas de choses tout à fait étonnantes, à des échelles et avec des degrés de précision absolument incomparables avec ce qui existait dans le passé. On est capable de comprendre de façon extrêmement fine le comportement des matériaux et du coup de l'infléchir. Je dirais, du coup, on sait faire des tas de choses qui paraissaient autrefois impossibles. Par exemple, on sait faire, traditionnellement, par exemple, plus un matériau était transparent, moins il se prêtait à des usages structurels. Aujourd'hui, on sait faire du verre structurel par différentes techniques. Traditionnellement aussi, le verre, c'était pas un isolant. Aujourd'hui, on sait faire des verres isolants, etc. Donc on sait en fait très souvent combiner des propriétés dans un même matériau qui étaient autrefois contradictoires. C'est ce qu'on appelle souvent les matériaux composites, et c'est quelque chose qui a profondément changé toute une série de domaines technologiques au cours de ces dernières décennies. Alors derrière les matériaux dits composites se profilent ce qu'on appelle parfois les matériaux intelligents, c'est-à-dire des matériaux dans lesquels il y aura des actions. Vous avez aujourd'hui des bétons qui s'autocolmatent, vous avez des choses comme lorsqu'ils ont des fissures. Tout ce type de choses est en train d'arriver. Très souvent, autre chose à noter, la science et la technique contemporaine a tendance parfois à se jouer des divisions traditionnelles des disciplines, et par exemple, il y a toute une influence de la biomécanique et de l'étude finalement des corps biologiques. La peau, par exemple, est considérée par beaucoup. La peau est une chose incroyablement complexe. C'est une des choses les plus complexes du corps humain, curieusement, et c'est une source d'inspiration pour beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui sur ces questions de matériaux. Alors, qu'est-ce qui se passe globalement? Je dirais, on est face à une tendance quand même assez profonde aujourd'hui à être capable de dessiner les matériaux en fonction des usages qu'on leur destine. Et du coup, là où très souvent, autrefois, on dessinait des arrangements de formes, des structures, comme on dit souvent dans le métier, on a tendance parfois à dessiner aujourd'hui des matériaux. Un bel exemple, c'est le pare-choc. Le pare-choc des années 50, c'est encore une fortification, c'est une structure finalement. Le pare-choc contemporain, qui a ses formes un peu plus courbes, etc., c'est en fait fondamentalement un matériau qui absorbe au cours du choc, en se déformant, une partie de l'énergie du choc. Donc en fait, on a transféré de la conception des structures, la résistance à un choc, à la conception des matériaux. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que l'architecture est encore loin de ça, même si certains architectes, un architecte un peu néo-avant-gardiste américain, Greg Lynn, rêve d'utiliser la fibre de carbone pour faire des immeubles infiniment plus légers que ce qu'on connaît actuellement. Ça n'a pas eu, pour l'instant encore, c'est des matériaux encore relativement chers, un impact absolument frontal sur la production ordinaire des bâtiments. Mais comme le disait Laurent et aussi à sa façon Valérie, le rapport de l'architecture aux matériaux se joue aussi au travers des questions d'imaginaire, au travers de questions de projets parfois assez complexes. Et ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est très clairement une série de déplacements, et notamment une espèce de déplacement assez fort qui voit finalement les structures traditionnelles devenir moins importantes que par le passé et une pensée plutôt en termes de surface, d'enveloppe, devenir plus importante. Alors j'avais pris quelques exemples sur lesquels je vais y passer rapidement dessus parce que je ne voudrais pas être trop long, mais donc dire qu'en fait on est passé en quelques années, et évidemment ça a aussi des rapports avec le numérique parce qu'avec les ordinateurs, ce qu'on sait faire le mieux, c'est infléchir des surfaces, jouer sur des effets de peau, de texture, etc. Il y a eu une espèce de déplacement de tout un pan de la création architecturale contemporaine vers des formes plus fluides dans lesquelles les effets de surface, de peau, etc. sont encore une fois très importants. Bon, ça, vous aurez tous reconnu l'architecture de Frank Gehry, mais c'est encore plus paradigmatique chez Zaha Hadid. Ce sont ces récents centres culturels de Bakou où on voit très bien comment on rentre dans une espèce d'architecture surfacique, alors qui pose bien entendu des problèmes. Encore une fois, une architecture dans laquelle finalement le rapport aux matériaux devient absolument central parce que c'est comme un peu ce qui se passe dans l'ordre du vêtement. Pour prendre un autre exemple plus proche de nous, la Maison Folie de Lille, où on voit très nettement, là on commence à rentrer d'ailleurs dans ce vocabulaire un peu néo-ornemental dans lequel les déformations de la façade, la brillance du matériau, tout cela participe d'une espèce d'expression
ornementale. Alors, je voudrais maintenant essayer de dire quelques mots du rapport nouveau qui est en train de se nouer aux matériaux, parce qu'il faut quand même bien le dire, on est dans une période de transition et du coup extrêmement contradictoire. D'un côté, je dirais, il y a un côté démiurge aujourd'hui, il y a un côté prométhéen, on est capable de manipuler de plus en plus finement la matière. Vous savez, on peut faire du béton, on peut faire des cartes de crédit en béton aujourd'hui. Ça pose pas de problème. On peut faire des tas de choses très surprenantes avec la matière. Donc du coup, avec l'idée finalement d'avoir un espèce de rapport démiurgique à la matière, on lui fait faire ce qu'on veut et on la dessine pour ça. Mais de l'autre côté, l'idée que c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire toujours et qu'il faudrait plutôt accompagner la matière. Valérie a cité Tim Ingold. Tim Ingold s'élève de façon véhémente au nom de l'importance de l'artisanat sur cette idée qu'il faudrait manipuler la matière de l'extérieur. Il faudrait plutôt l'accompagner, la révéler. Et donc vous avez ces deux courants. Et en architecture, par exemple, un concepteur qui utilise beaucoup les ordinateurs comme Lars Puybrock, en fait, est très proche de ces positions-là dans The Sympathy of Things. Pourquoi sympathie? L'idée qu'on dessine en osmose, en quelque sorte, avec la matière, au lieu de la violenter ou de la dominer, en quelque sorte, de l'extérieur. Alors, autre paradoxe d'aujourd'hui, d'un côté, vous avez, si vous prenez ce qu'on appelle souvent la fabrication numérique, ça consiste à avoir d'un côté le fichier d'information, et de l'autre côté, vous avez une matière inerte au départ que vous sculptez selon différentes formes pour obtenir ce que vous voulez à la fin. Ça, c'est une imprimante 3D d'il y a quelques années. Le lapin bleu, en fait, il y a un fichier lapin bleu, et puis vous injectez ça en quelque sorte de l'extérieur dans la matière. Donc, d'une certaine façon, la civilisation numérique a séparé l'information du matériau, et de plus en plus, vous prenez les CD aujourd'hui qu'on presse, etc. C'était aussi la musique, c'est un fichier, et ensuite on imprime ça en quelque sorte sur la matière. Mais alors, d'un autre côté, il y a simultanément une espèce de malaise par rapport à ça, avec l'idée qu'en fait, la matière devrait être sa propre information, et qu'il y a quelque chose de finalement d'arbitraire, là aussi de violent. Donc vous voyez, on est dans cette espèce d'idée d'avoir de l'information qui serait extérieure à la matière. En fait, tous ces débats d'aujourd'hui, on renoue avec l'opposition dont parlait Valérie, entre l'artiste, l'homme qui imposerait de l'extérieur l'idée sur la matière, et l'artisan, l'homme qui travaillerait avec la matière, serait comme finalement, je dirais, en osmose, en harmonie avec elle, et la façonnerait progressivement dans un mouvement dans lequel il est lui-même façonné, si vous voulez. Ingold explique ça très bien. Et en fait, le monde numérique nous confronte de façon permanente à ces questions qu'on ne sait pas encore régler, parce qu'en fait, ça va dans des tendances tout à fait opposées. Je dirais matière inerte dans laquelle on impose de l'information, matière animée qui est à elle-même sa propre information, tout ça est assez complexe aujourd'hui. Alors, probablement ce qu'il y a derrière ça, c'est que notre rapport à la matière est en train de muter, et plus généralement notre rapport au monde physique. Alors pour revenir à la question de l'anthropologie, l'hypothèse que je fais depuis un certain temps, qui imprégnait justement le livre sur culture numérique et architecture, et surtout un livre plus récent que j'ai consacré à la question de l'ornement, c'est l'idée finalement que lorsque nous nous confrontons à la matière, quelle que soit la façon dont nous nous y confrontons, nous nous construisons nous-mêmes. Nous construisons une certaine interprétation de nous-mêmes. La matérialité, en fait, les choses ne sont pas plus ou moins matérielles en soi, c'est simplement que nous entretenons des rapports différents avec différentes choses, etc. Donc la matérialité, en fait, est une espèce de co-construction de l'homme et du monde matériel dans lequel il agit. D'où une dimension très fondamentalement anthropologique. Lorsqu'on travaille la matière, on travaille sur soi. Tous les anthropologues reconnaissent en général ça. On travaille sur soi et on se construit en tant que sujet. Et donc, c'est là où, je dirais, le matériau est toujours anthropologique. Alors pourquoi je me suis intéressé à l'ornement? Parce que vous trouvez aujourd'hui dans l'ornement toutes ces contradictions. L'ornement, aujourd'hui, en architecture, c'est principalement du traitement de peau, du traitement de surface, très souvent lié aux matériaux, avec parfois des choses à imposer de façon suprêmement arbitraire de l'extérieur. Pour donner un exemple, au De Young Museum de San Francisco, les architectes Herzog et de Meuron prennent une photo du feuillage environnement, la pixelisent, la passe en noir et blanc,
Et ensuite, à partir de ça, vont agrandir, etc., et au moyen de manipulation numérique, définir l'étrange géométrie des protubérances qui animent la façade, des protubérances ou des impressions en creux. Et donc, vous voyez très très bien, finalement, comment vous avez une espèce de travail très étonnant où on part, finalement, du monde extérieur, on le numérise, on travaille sur le numérique, et enfin, on fabrique de l'ornement, en quelque sorte, de l'extérieur. Et puis vous avez un ornement qui se veut plus expression de force sous-jacente à la matière, comme ici, c'est le travail d'un architecte américain, dans lequel la matière retrouverait quelque chose d'organique, quelque chose qui serait plus en continuité finalement avec une espèce de force vitale dans laquelle l'homme lui-même est pris. Donc on voit bien qu'en fait, encore une fois, cette question des matériaux aujourd'hui, les matériaux n'ont probablement jamais été aussi présents en architecture depuis longtemps qu'à l'époque du numérique. Le numérique n'a pas tout transféré dans le monde, dans le monde électronique. Les atomes n'ont jamais été aussi importants qu'à l'âge des bits, pour reprendre une opposition souvent mentionnée. Et une matérialité, et donc cette importance renvoie à une mutation du rapport que nous avons à la matérialité, qui est une mutation à la fois finalement de nous-mêmes et de la façon dont nous comprenons le monde. Alors nous-mêmes, je ne rentrerai pas là-dessus, mais je vais juste l'évoquer, c'est toutes les problématiques du post-humain qui sont, c'est-à-dire en quoi finalement sommes-nous en train de nous transformer pour donner naissance à des choses très étranges qui sont en fait nous-mêmes. Mais par exemple, toutes les réflexions actuelles sur les robots, l'intelligence artificielle, etc., conduisent à reposer cette question, qu'est-ce que l'homme ou la femme aujourd'hui? Je dirais comme les manipulations génétiques, comme beaucoup de choses. Je dirais là aussi, il faut bien imaginer qu'on est dans un espèce de continuum entre numérique, technique biologique, séquençage de l'ADN, etc., matériaux, tout ça. D'ailleurs, souvent, ça se rejoint, c'est-à-dire vous avez des gens aujourd'hui qui travaillent là, au carrefour entre le séquençage de l'ADN, la science des matériaux et le numérique. Et l'architecture, finalement, essaye de se saisir de ça. Alors, pour terminer, je dirais qu'est-ce que ça construit tout ça? L'interface entre le monde matériel et l'humain, c'est ce qu'on appelle souvent la nature, avec d'ailleurs cette ambiguïté suprême, est-ce que l'homme est naturel ou non naturel? La réponse est toujours, il est en partie naturel, en partie non naturel. Et finalement, cette évolution participe aussi de l'invention d'une nouvelle vision de la nature, une nature caractérisée par des choses étranges, par exemple une nature caractérisée par ce qu'on appelle souvent le phénomène d'émergence, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels on croit tout connaître, et puis des choses imprévues se produisent. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus d'opposition entre le calculable et l'inattendu. Il n'y a pas non plus d'opposition entre le calculable et l'organique. Pendant des siècles, on a opposé ce qui était de l'ordre des raisons mécaniques ou mathématiques et l'ordre des raisons biologiques. Aujourd'hui, ça tend à se confondre beaucoup. Ça, en fait, c'est des plantes artificielles, c'est-à-dire vous avez des tas de programmes aujourd'hui qui simulent la croissance des plantes. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est ça aussi l'imaginaire des matériaux contemporains, avec des idées de croissance, de toutes sortes d'idées qui travaillent un peu l'imaginaire des architectes. Et je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'être venu. Merci à vous. Je remercie Valérie Nègre et Antoine Picon d'être venus jusqu'ici et d'avoir permis ces échanges, dont je vous remercie encore une fois. Merci.